Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle conférence sur le canal de l'âme. Je suis Muriel, je suis ravie de vous retrouver ce soir en compagnie de Sarah Desmonen. Bonsoir Sarah. Bonsoir Muriel et bonsoir à tous. Et Sarah, ce soir, tu nous proposes de redevenir pleinement nous-mêmes, d'être plus conscients, libres de nos émotions. Alors, certainement que parfois, la vie a été difficile, pour vous, mais elle est aussi également très, très belle. Alors si vous êtes intéressé par la spiritualité, par les thérapies alternatives, si vous vous demandez pourquoi vous avez l'impression de manquer d'énergie, si vous avez l'impression de ne pas incarner votre mission de vie, ou alors que votre santé est fragile, que vous avez des pensées parasites récurrentes, que vous ne savez pas gérer vos émotions, eh bien vous êtes ici avec nous au bon endroit. Sarah va nous faire une superbe conférence. Elle va nous partager toutes ces astuces, des conseils pour être donc pleinement nous-mêmes, pour nous sentir épanouis, libres de notre passé et de nos croyances. Alors bonsoir à vous toutes et à vous tous qui vous manifestez déjà dans le chat. Bonsoir Michel, bonsoir Lizzie, bonsoir à tous les autres qui vont arriver, qui sont déjà là et qui vont arriver. N'hésitez pas à écrire, à poser vos questions en cours de route. Nous prendrons un temps de questions-réponses en fin de rencontre. Et puis, avant de commencer, de plonger dans ce sujet, bonsoir Nicolas. Sarah, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, pour les personnes qui te découvrent ce soir? Oui Muriel, merci beaucoup pour cette introduction. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sarah Desmonen. J'exerce en tant que thérapeute holistique, médium et coach de vie. Cela fait plusieurs années maintenant que je fais cette profession et j'ai à cœur tous les sujets de développement personnel et spirituel qui puissent permettre aux gens du coup d'améliorer leur quotidien, leur santé, leur bien-être, mais aussi leur qualité en termes de relations, toutes ces belles personnes que l'on peut rencontrer, que l'on puisse réellement en fait profiter de chaque chose que l'on rencontre dans notre vie de manière fluide et simple, sans être tout le temps dans des freins ou des obstacles. Donc ma mission, c'est de vous accompagner au mieux et j'espère que vous apprécierez réellement cette conférence. Et comme l'a dit Muriel, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. On y répondra ensemble à la fin. Super, eh bien, visiblement tout est OK au niveau du son et de l'image. Donc on peut démarrer cette soirée en toute sérénité, Sarah. Eh bien, écoute Muriel, c'est parfait pour moi. Si tout le monde est prêt, on va y aller. Donc aujourd'hui, la conférence s'intitule Les clés pour être pleinement soi, comme a pu le dire Muriel. Et cette conférence me tient à cœur parce que beaucoup de personnes, dans mon entourage ou peut-être dans votre entourage également, peuvent souffrir en ce moment d'un mal-être, d'un épuisement général, d'une perte de repères, l'impression d'être perdu soi-même. Et comme les changements d'année, que ce soit les fins ou les débuts d'année, sont importants, ils permettent de faire un réel point, tout comme les saisons, ces cycles qui changent, qui se succèdent mais qui ne se ressemblent pas, sur qui nous sommes et qu'est-ce que nous souhaitons réellement porter aujourd'hui. Nous sommes tous des êtres humains et de cette façon, nous avons la capacité de nous souvenir de plein d'éléments. Nous souvenir émotionnellement, nous souvenir aussi corporellement. Notre corps garde la mémoire cellulaire de tout ce que nous vivons. Et nous gardons également à l'esprit toutes les personnes qui ont pu nous faire du bien ou tout simplement nous permettre de surmonter des défis de vie. Dans cette conférence, je vais vous apprendre à vous détacher donc au niveau des blessures, comment faire, comment prendre conscience de cela et surtout vous permettre de retrouver un lien sain avec votre corps. Pour être pleinement soi, c'est simple et en même temps, c'est très compliqué. Parce qu'il n'y a pas de recette miracle, mais il y a une succession d'étapes à mettre en place et pour chaque personne, elles mettront plus ou moins de temps à s'incarner pour pleinement profiter de son potentiel et de ses outils. Je vais vous donner un exemple. Il arrive parfois dans notre vie
que nous nous sentions débordés. Nous avons envie de faire plein de choses. Nous avons un peu ce syndrome de l'objet brillant. On a envie de faire plein de choses, mais on a du mal à terminer certaines actions. On a du mal à se fixer également une deadline pour les finir parce que du coup, on a de la fatigue, on a du retard. On a aussi des fois le syndrome de l'imposteur. Ah, j'ai envie de faire ça, ça vibre dans mon cœur, mais est-ce que vraiment j'en suis digne? Est-ce que vraiment je suis capable? Je ne me sens pas légitime. Est-ce que j'ai vraiment cette valeur à apporter aux gens? Par exemple, les thérapeutes peuvent se poser cette question. Est-ce qu'ils sont suffisamment bien formés? Est-ce qu'ils sont suffisamment bien conscients de tout cela? Donc l'ensemble de ces agrégats, de ces syndromes et de ces pensées freinent dans l'évolution et dans la croissance personnelle et spirituelle. Nous ne pouvons nous améliorer qu'en prenant conscience de nos fragilités et de nos forces. Et pour être pleinement soi, je vais vous donner donc quelques étapes à faire et à suivre. Donc déjà, ce qui va être important, c'est d'apprendre à faire ce que j'appelle moi le volte-face entre son psyché et ses émotions, entre ses habitudes, ce qu'on peut appeler les habitudes passives, notre monotonie, notre quotidien, où on va par exemple avoir l'habitude de faire métro, boulot, dodo, nous lever à une certaine heure, et au final on rentre dans un schéma, dans une continuité au quotidien, où les étapes se succèdent, mais où elles ne nous inspirent plus, où elles ne nous apportent plus de vie. On a alors une continuité d'événements qui ne... Excusez-moi, je répète, mais parce que je ne vois plus très bien l'écran. Et je ne lis pas, mais j'essaie de voir, j'ai un petit floutage de réseau, excusez-moi. Tu m'entends bien, Muriel, au cas où? Très bien. Parfaitement, parfaitement, Sarah. C'est bon, c'est juste de mon côté alors, ça le fait des fois. Donc je disais, la succession d'événements que l'on peut rencontrer au cours d'une vie, donc dans notre quotidien, métro, boulot, dodo, nous empêche tout simplement d'explorer notre instinct, notre inconscient, cette force vitale que l'on porte, notamment au niveau de notre bassin, de nos chakras, chakra racine, chakra sacré, et toute cette force vitale qui ne demande qu'à émerger, en fait se trouve prisonnière et nous empêche d'être nous, parce que l'on va s'emprisonner dans cette routine qui peut être rassurante, mais limitante. Pour la changer, c'est faire volte-face, je disais tout à l'heure, se confronter, et donc d'arriver chaque jour à amener un peu de nouveauté, d'amener par exemple un élément nouveau dans votre planning, vous levez un peu plus tôt, rajouter quelque chose que vous souhaitez faire, pour aller nourrir ce qu'on appelle l'enfant intérieur, mais aussi les objectifs de vie que vous vous êtes fixés. Les objectifs que l'on se fixe ne sont pas tout le temps de l'ordre du mental, dans le sens, je veux impérativement avoir 1 million d'euros sur le compte, je veux impérativement être célèbre. Ça peut être aussi tout simplement une envie du cœur d'être simplement en paix, tranquille, d'avoir le temps de lire un livre, d'avoir le temps de passer du temps en famille. Mais ces événements ne peuvent pas tout le temps se produire parce que du coup, on ne laisse pas l'espace pour pouvoir les vivre. Donc, comment être pleinement soi, avoir pleinement conscience de ses blessures, de ce qui vous compose à l'instant T. On ne peut pas réellement changer notre nature profonde. Elle peut s'éveiller, elle peut s'ouvrir et se développer, notre nature, mais on peut aussi la freiner. Mais qui vous êtes, vous ne pourrez jamais le perdre. Votre valeur intrinsèque, elle restera éternellement qui vous êtes, avec qui vous êtes. Autrement dit, si vous avez effectivement de la douceur, de la gentillesse en vous et que vous avez beaucoup souffert dans vos relations amoureuses, amicales ou familiales, forcément, vos blessures, je parlais tout à l'heure du syndrome, ils peuvent venir les englober, les cacher, les limiter, toute cette douceur. Tout simplement parce que on a excusez-moi, il y a un petit problème d'écran, on a ces limitations, on a ces peurs, ces blocages, ces blessures qui ont besoin d'être soutenues, qui ont besoin d'être comblées. Donc on va amener ce qu'on appelle des masques. Le masque du rigide, le masque de l'impulsif, de l'anxieux, tous ces masques émotionnels vont être des casquettes de notre personnalité pour limiter nos blessures et nous permettre d'aller de l'avant. Alors que ces blessures ne sont, entre guillemets, ou ces masques ne sont que temporaires et peuvent être utiles à des instants T, mais ne doivent pas être présents constamment dans toutes les facettes de notre quotidien et de notre vie. Si par exemple, durant l'enfance, vous avez dû utiliser un masque effectivement du perfectionniste par peur d'être jugé, par peur d'être abandonné, à ce moment-là, c'est vraiment prendre conscience qu'aujourd'hui, vous êtes adulte, que vous avez franchi beaucoup d'étapes, que vous avez rencontré beaucoup de monde à l'heure actuelle et que vous pouvez vous en détacher.
Vous pouvez prendre du recul. Vous êtes en sécurité là où vous êtes aujourd'hui. Il n'y a plus rien qui puisse vous blesser et il n'y a plus rien qui puisse vous limiter. Ces blessures, elles sont utiles et parfois elles s'activent ou se réactivent en fonction donc, de la situation où vous êtes, mais aussi de votre état physique présent. C'est-à-dire que si vous avez une mauvaise constitution physique, vous êtes par exemple, vous avez une chute de défense immunitaire, vous êtes fatigué, vous avez une fragilité, par exemple, vous êtes une fracture, vous subissez une opération, on aura tendance naturellement à plonger dans ces masques. Et pourquoi j'insiste sur ces masques, sur les blessures depuis le début de cet échange et de cette conférence? Parce que la clé pour être pleinement soi, c'est d'avoir conscience de comment vous vous comportez au quotidien pour développer vos atouts, développer pleinement votre potentiel. Il faut savoir d'où l'on part pour savoir où l'on va. Et quand on sait d'où on part, forcément, il y a des choses que l'on n'aime pas. Et on dit souvent que quand on commence à se rencontrer, on oscille entre 3 personnes. La personne que l'on croit être mentalement, que l'on projette, que l'on s'identifie par rapport aux autres, au regard de l'autre, en disant l'autre doit me voir comme ceci ou comme cela, alors que ce n'est pas tout le temps vrai. Ensuite, il y a la personne que l'on veut être, cet élan de cœur, j'ai envie d'être une personne généreuse, aimée, reconnue, j'ai envie d'être quelqu'un qui porte un leadership, j'ai envie d'être quelqu'un qui incarne des valeurs vraies. Donc c'est la personne que l'on veut être. Et derrière, il y a la personne que l'on est réellement. Donc cette troisième personne, celle que l'on est réellement, c'est à la fois ce que l'on veut être, ce que l'on ne veut pas être et ce que l'on croit être. Mais surtout, celle que l'on est, elle se limite à notre expérience de vie sur Terre. On sait très bien que l'humain est dans un surmenage intellectuel. C'est-à-dire qu'on a tout le temps le besoin de s'identifier, de penser, de cogiter, de comprendre, d'analyser nos comportements, d'analyser les comportements de l'autre, mais au final, on ne les vit pas vraiment. L'une des clés pour être pleinement soi, je parlais tout à l'heure de ces chakras, racines et sacrés, qui se situent en dessous du nombril et au niveau du chakra racine. Le plus important, c'est de pouvoir cultiver donc cet instinct, cette inspiration, cette intuition et cet émerveillement que l'on retrouve chez les enfants. Par exemple, quand un enfant va dehors et qu'il commence à découvrir la vie, ce qu'est l'herbe, un papillon, le ciel, les nuages, les formes dans les nuages, cette inspiration, ce regard d'émerveillement, tout simplement, il va être important de le conserver et de le cultiver au jour le jour dans votre pleine réalisation et surtout vous rappeler qu'il n'y a pas un élément qui est fait pour vous punir. La vie n'est pas faite contre vous ni pour vous, mais vous évoluez avec elle et la vie vous propose des défis au fur et à mesure de votre évolution. Donc il n'y a pas de, comment on peut dire, de punition à faire une expérience ou à arrêter une expérience ou à arrêter une relation si elle ne vous convient pas. Parce que généralement, je vois beaucoup de personnes qui vont consulter donc des médiums, des voyants pour se rassurer. On a besoin d'être rassuré dans notre cheminement parce qu'on a tous une forme d'anxiété qui nous empêche d'être pleinement épanouis. Et d'un fois, on a envie de faire quelque chose, mais le mental vient derrière et vient nous polluer. Alors qu'il serait beaucoup plus simple que de s'offrir des fois même pleinement à l'expérience en disant « Ok, là je sens que c'est pas ok pour moi et je prends le risque de faire une erreur qui n'est pas une faute, je vais revenir là-dessus, mais pour simplement s'incarner dans une expérience pleine et vraie qui vous confronte et à votre envie, donc je parlais de ces 3 personnalités, cette envie d'être quelqu'un de meilleur, ou cet objectif en tout cas que vous souhaitez atteindre pour vous, et en même temps d'incarner pleinement cette personne à l'instant T qui ne peut par exemple supporter cette relation plus longtemps ou l'injustice ou cet irrespect qu'il y a face à l'extérieur. Donc dans votre vie, pour être pleinement soi, il va falloir osciller entre cette notion de justesse et cette notion de respect, entre le droit et le devoir. Je peux imaginer ça comme ça ainsi. La justesse, ça va être effectivement, imaginez, vous avez une vie de famille, vous avez des enfants, il faut faire à manger, sinon ils ne vont pas manger. Ok, c'est juste de le faire, c'est ok. Le respect, c'est peut-être que vous êtes fatigué, peut-être que vous auriez eu envie de dormir, mais il vous faut prendre sur vous pour le faire. Donc, c'est toujours cette notion d'équilibre. On ne peut pas toujours tout le temps dans le respect et tout le temps dans la justesse, mais c'est trouver des fois des petits compromis pour avancer. Se rappeler également que notre vie est faite, donc je parlais de mission de vie, enfin Muriel parlait de mission de vie, le fait d'incarner pleinement sa vraie nature. Plus vous serez en écoute avec vous-même,
c'est-à-dire avec vos forces, vos faiblesses, avec ce qui fait votre identité. Par exemple, vous pouvez être impatiente à l'idée de monter, je sais pas, monter un projet. Vous pouvez avoir tendance aussi à vouloir trop contrôler autour de vous, etc. Tout cela fait partie de vos traits de caractère. Ce n'est pas qu'ils sont à changer, à enlever. Il faut simplement apprendre à vivre avec et surtout les laisser s'exprimer, ces traits qui pourraient être entre guillemets négatifs, dans du quotidien qui vous correspond. Par exemple, ce côté contrôlant, si vous allez dans un projet humanitaire où on a besoin de quelqu'un qui sait cadrer et encadrer, là, vous pourrez laisser une libre expression à cette, du coup, qualité pour aider les personnes à structurer leur projet. Donc, tout ce qui est notion de qualité et défaut, c'est très subjectif. Et ne laissez pas les personnes mettre une étiquette. Vous savez, cette étiquette, quand on est enfant, ah ben c'est une enfant calme, ah c'est un enfant hyperactif, ah cette personne, elle est incapable, je sais pas, d'exprimer ses besoins, elle est trop timide, oh ce garçon, c'est un vrai casse-cou. Il ne tient pas en place. Je parle d'hyperactivité, ça revient au même. Donc, tous ces traits de caractère qu'on nous met dessus, c'est voir si réellement ce sont des traits de caractère ou si c'était juste un comportement à un instant T par rapport à une situation, un surplus de joie, d'expression, tout simplement de vie. Je parlais tout à l'heure d'instinct et c'est exactement ça. Ou si c'était tout simplement voilà, quelque chose qui fait partie de votre personnalité. Vous avez besoin de faire beaucoup de sport par semaine. Si vous avez besoin également de beaucoup plus manger que certaines personnes, c'est normal. Vous avez un métabolisme qui vous est propre. Et ça, personne, pas même la société, les phénomènes de mode ou autres, ne peuvent vous l'imposer. Être pleinement soi, c'est incarner votre vérité telle que vous le pouvez. Ça ne veut pas dire qu'il faut se transformer par rapport à une idéologie, donc je parlais tout à l'heure de la personne que l'on croit être, mais simplement respecter votre base, votre cœur, tout ce qui vient nourrir en fait votre véritable nature. Dans la spiritualité, on dit souvent qu'il y a un condensé de plein de choses. Il y a un condensé effectivement de la psychologie, de la philosophie, même il y a un peu de religion dans le sens qu'effectivement les bonnes valeurs, il faut se respecter les uns les autres. Il y a quelque chose d'harmonieux dans la spiritualité. Et pour être complet, donc être bien dans son corps, on dit souvent un esprit sain dans un corps sain, il est important de revenir à soi. Par rapport à cette notion, donc je disais tout à l'heure, de respect et de justesse, il va être important pour vous de mettre des limites, donc des limites par rapport aux autres, des priorités dans les actions à faire dans votre vie, apprendre à pardonner, je vais revenir dessus également. Pardonner, c'est le fait de donner et de recevoir aussi, par le don, donner, recevoir, je veux dire maintenant, et se permettre également de laisser une libre circulation à l'énergie qui vous est proposée. Les personnes qui sont en face de vous à un instant T sont ce qu'elles sont à un instant T. Elles aussi, elles cherchent à être pleinement elles-mêmes. Mais elles ne le peuvent pas forcément au moment où elles vous rencontrent. Elles peuvent le devenir ou pas, tout simplement, parce que du coup, dans une vie, on ne change pas tous au même rythme, on ne consentisse pas tous la même chose, on n'a pas tous les mêmes épreuves. Il y en a, ce sont la maladie, il y en a, ce sont les rencontres. Il y a plein de défis que chacun vit personnellement. C'est pour ça qu'il faut toujours être accueillant et humble face à ce que l'autre vous propose. Donc, comment être vous? Donc, pardonner. Je me pardonne déjà à moi-même. Je peux être exigeant dans mes objectifs, mais je me pardonne aussi si je ne les atteins pas parce que je sais que j'ai fait au mieux, au maximum, et que de toute façon, la vie m'offre plein de possibilités de m'améliorer. Je pardonne à l'autre également parce qu'il est ou elle est ce qu'elle est ou il est à l'instant T, et il ne m'appartient pas de définir ce qui est le mieux ou le moins bien pour cette personne. Donc, dans le fait de reprendre pleinement son pouvoir et être pleinement vous-même dans votre mission de vie, c'est apprendre à s'abandonner à la vie et apprendre à abandonner l'autre. J'insisterai beaucoup sur ce point. Pour revenir à tout ce que j'ai pu dire déjà jusqu'avant, apprendre à abandonner l'autre, c'est apprendre à lui faire pleinement confiance en disant « Ok, je vois que tu évolues. Je vois que tu cherches à évoluer, mais je ne vais pas m'impliquer ou me sacrifier à un haut degré qui pourrait déjà, moi, m'être néfaste et toi, ne pas te permettre de fortifier tes ailes pour un nouvel envol ou une nouvelle rencontre avec toi-même. Donc, je te laisse aussi, je peux être à côté, tu peux me demander conseil, mais je te fais confiance dans ce cheminement. Tout comme j'apprends moi-même à m'abandonner à la vie.
j'ai foi, j'ai confiance. Si j'ai pas, par exemple, tel logement lorsque je fais une demande de déménagement, ok, c'est que ce logement n'était tout simplement pas pour moi. Et je n'ai pas créé une rumination, parce que l'être humain est prisonnier de son jeu, de son ego, de son identité. On a toujours beaucoup tendance à rapporter tout ce qui se passe autour de nous à notre propre personne. Ah ben, j'ai vécu ça parce que il ou elle m'a fait ça. Je vis ça parce que il a mal géré, par exemple, le loyer. Enfin, vous voyez, il y a toujours cette notion de jugement et de critique. Et du coup, en critiquant, en jugeant l'extérieur, on jauge ce qui est bon et ce qui est moins bon. Donc, toute notre vie est extrêmement cérébrale et on rumine beaucoup. Ah ben, si j'avais fait ça, peut-être qu'il ou elle n'aurait pas agi ainsi. Et ainsi, on rentre dans des mécanismes de contrôle, on cherche à anticiper, à identifier, on est dans une forme de méfiance des fois envers son propre comportement. Dans cette relation amoureuse qui ne me correspond pas, si je pars, est-ce que je fais bien? Est-ce que je ne perds pas une occasion? Et en fait, les gens se rendent malades. Et du coup, ça vous empêche d'être vous-même et vous n'êtes après qu'une petite partie de vous-même. En tant que thérapeute, je vois beaucoup de personnes qui se morcellent. C'est-à-dire qu'elles n'incarnent qu'une partie de leur vérité. Oui, mais on m'a dit que si j'étais une bonne personne, il fallait que je me comporte de telle façon. Ah, mais on m'a dit que s'il fallait gagner de l'argent, il fallait que je fasse plutôt ou telle concession. Ah, et en tant que femme, il faut que, par exemple, que j'ai des enfants. Vous voyez, tous ces clichés que l'on porte, ils sont lourds et ils vous empêchent d'être vous, d'être soi pleinement. Donc, dans ces positionnements à faire, c'est savoir que déjà, nous serons toujours imparfaits. Et il y a une citation que j'ai écrite parce que j'aime bien la dire aux gens, mais je ne veux pas faire d'erreur. Donc, je vais vous la dire maintenant. J'avais marqué, c'est parce que nous sommes humains que nous demeurerons imparfaits. Et c'est parce que nous sommes imparfaits que tout devient possible. Et je pense qu'effectivement, rien n'est impossible à quelqu'un qui s'investit et que chaque chose, certes, qui vaut le coup, prend du temps. Si vous voulez un changement durable dans votre vie et devenir vraiment vous-même, donc je vous disais de bien vous connaître, voir donc tout ce qui ne va pas. J'ai cité tout à l'heure par exemple les syndromes, les blessures, les problématiques. Donc faites une liste déjà de tout ça, même en termes de relations. Par exemple, dans telle relation, je me suis sentie comme ci, comme ça. Listez tout ce qui ne va pas. Faites un petit vomi de chouette, comme on dit. Hein, voilà. Faites votre listing de tout ce qui ne va pas. Et après, listez tous les objectifs que vous avez, mais pour vous, un peu plus égoïstement. Et après, je vous expliquerai dans les prochains ateliers aussi comment faire. Mais en listant déjà dans tout ce que vous voulez, vous verrez qu'entre ce que vous avez actuellement et ce que vous voulez, il y a un contraste. Il y a des choses qui sont plus ou moins respectueuses pour vous. Vous manquez d'amour propre, vous manquez d'estime et de confiance. Parce que soit vous ne sortez pas assez de votre zone de confort, d'où les habitudes de tout à l'heure, à transformer pour vous permettre du coup d'aller de l'avant. Et en même temps, vous remarquez que des fois, les objectifs, ils sont un peu trop hauts par rapport au point où vous en êtes. Vous avez envie déjà d'être au sommet de la montagne alors que vous êtes au bord de la plage. Et alors, il y a du chemin. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais ça prend du temps. Et c'est déjà refaire la paix avec ça. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure aussi de se pardonner. Se pardonner entre le chemin où vous en êtes et où vous voulez aller et que tout se fait par étapes. Donc retenez que tout changement, effectivement, s'il se fait dans le temps, doit se faire un petit peu tous les jours. Je préfère que les gens enclenchent un changement ne serait-ce que 1, 2, 3, 5 minutes par jour. Méditer même ne serait-ce que 2 minutes par jour que de ne pas faire de méditation, par exemple, tous les jours. Quand je parle de méditation, petit aparté, cela signifie laisser circuler les pensées. Ça ne veut pas dire ne pas avoir de pensée, j'insiste, c'est simplement laisser votre mental dégorger, un peu comme une cocotte minute. La méditation, ça permet de dégorger les pensées. Donc oui, c'est normal que vous ayez des pensées. Méditer, ça ne veut pas dire être dans une totale vacuité dès le début. La vacuité, elle vient quand la cocotte minute est quasiment vide. Voilà, donc il y a de l'entraînement au début à avoir. Mais ne serait-ce que de vous poser 1, 2 ou 3 minutes par jour, tous les jours, déjà, juste ça, ça va vous permettre d'avoir une qualité de vie et une qualité au niveau de votre santé mentale qui sera davantage saine. Donc, c'est des petites clés, mais qui vont vous permettre d'aller très loin. Et pour être pleinement soi, sachant que votre soi va évoluer durant toute votre vie, il va se confronter effectivement à des peurs, à des résistances. Vous allez des fois avoir l'impression de faire un pas en arrière. C'est pas un pas en arrière, c'est juste une phase de repli, de transformation avant d'aller de l'avant. Donc, dans ces différentes étapes, entre le listing de ce qui ne vous va pas, où est-ce que vous en êtes, il peut y avoir aussi du positif, mais en tout cas là où vous en êtes et là où vous voulez aller, il faut vraiment que vous listiez chaque petite étape à faire
Si vous voulez, par exemple, changer d'alimentation, passer au sans gluten, ou devenir végétarienne ou flexitarien, ce que vous voulez, ça va être important de faire un changement dans le temps. Si les saisons prennent un temps donné, c'est normal. S'il y a besoin effectivement qu'une gestation prenne une certaine durée, c'est normal aussi. Tout se fait dans le temps. Et tout résultat durable prend du temps. Quelqu'un qui va s'entraîner sportivement, à faire donc de l'activité un peu tous les jours, ou même du yoga pour l'assouplissement, aura une très grande souplesse au bout d'un an. Quelqu'un qui n'en fait qu'occasionnellement tous les 15 jours ne pourra pas avoir la même souplesse que quelqu'un qui s'est entraîné tous les jours. Et du coup, ça peut amener de la frustration aussi, d'en faire beaucoup dès le début, et c'est ce qu'on veut surtout éviter. Pour être pleinement soi, c'est se désintoxiquer donc au niveau du mental, savoir donc se libérer, savoir faire un vide, nettoyer ses pensées, nettoyer ses, comment on peut dire, ces schémas que l'on porte. Donc, vous n'en êtes pas responsable. J'insiste dessus. Je parlais tout à l'heure de tout ce qu'on nous a fait porter, que ce soit la société actuellement, le système d'éducation, vos parents. Mais vous êtes responsable à l'heure actuelle, par contre, de ce que vous êtes maintenant dans le présent et de ce que vous en faites. Vous n'êtes pas responsable de ce qu'il y a eu, mais vous êtes responsable aujourd'hui, et c'est reprendre sa responsabilité que d'agir ici et maintenant. Et c'est là où est-ce que vous avez toute votre force, toutes vos capacités d'expression, toute votre capacité de création. Et si des fois, il y a un retard de timing ou les concours de circonstances ne s'alignent pas, ce n'est pas forcément que le monde s'acharne contre vous ou que vous avez une malédiction, quelque chose de négatif. C'est tout simplement peut-être qu'il vous reste à reconnecter quelque chose de mieux, de plus grand en vous, ou une étape à faire avant d'enclencher le moteur différemment de la vie. Il y a quelque chose sur lequel je souhaite insister pour être pleinement soi, c'est aussi qu'il faut éviter au maximum, c'est pas facile, il y en a qui n'y arrivent pas forcément, c'est les fausses excuses au niveau du mental. Donc, quand je parlais tout à l'heure de mettre bout à bout toutes ces petites actions et de s'y tenir, notre mental, des fois, va nous trouver des excuses. Oui, mais je veux bien faire du sport, mais il pleut dehors. Ah oui, mais je veux bien aller faire une promenade, mais j'ai besoin de faire encore de la paperasse, j'ai besoin de manger sain, mais c'est cher. Donc, on peut toujours se trouver des excuses, et le mental est le champion du monde pour ça. Et plus on est sensible, plus on va être perméable aux pensées, aux ruminations, parce que du coup, on va être comment ça s'appelle, en résonance avec notre environnement, mais aussi avec les systèmes inconscients qui se passent en nous constamment. Donc, être dans cette démarche, effectivement, de pleine expansion, de renaissance, d'ouverture, de changement, se fait par étapes, et le mental va chercher à vous freiner. Pourquoi? Parce que l'ego, notre jeu, n'aime pas le changement. Non. Le mental, il va être plutôt responsable du ressassement de 3 types d'émotions primordiales. La peur, donc les angoisses, la tristesse, donc le chagrin, et la colère. Vous voyez, il n'est pas jojo, le mental. Et ce mental, du coup, par rapport au jeu, il va toujours voir comment ces émotions nous impactent. Donc c'est pour ça qu'on a tendance, même des fois dans nos rêves, on fait rarement des rêves paisibles. Il y a majoritairement des rêves, des fois, où on est un peu anxieux, où on se réveille un peu en sursaut. Ils peuvent être paisibles, mais au final, si vous vous interrogez là, ils sont rarement ultra paisibles tous les soirs. On peut être détendu, mais des fois, on va cogiter, on va s'endormir en cogitant un stress, ce qui nous reste à faire, ce que l'on n'a pas fait, ce que l'on aurait pu faire si on avait amené tel ou tel changement. Et la culpabilité vient nous ronger. Parce que la culpabilité, elle vient vraiment entre le mental et notre jeu. Donc notre ego, notre identité, ce que l'on pense être alors qu'on n'est pas que notre jeu. Et quand je parlais tout à l'heure d'apprendre à abandonner et à s'abandonner, il est essentiel d'apprendre à abandonner petit à petit ce jeu. Parce qu'on n'est pas que ce jeu, on est bien plus que ça, on est des êtres vivants, nous sommes en résonance et en relation constante avec le monde qui nous entoure, avec ses éléments, avec les énergies, avec la faune et la flore. Et pour être pleinement soi, c'est lever les interdits. Donc, fixer des objectifs clairs, c'est une étape. S'y tenir un petit peu chaque jour pour se réaliser, aller là où vous voulez aller. Mais surtout, lever ses limites, que ce soit donc la zone de confort, arriver à en sortir en changeant des petites choses dans votre quotidien. Si vous avez par exemple toujours l'habitude de manger à la même place, ne serait-ce que ça, pour déshabituer votre ego, votre mental à cette routine qu'il aime bien, peut s'amener des petits changements.
Et vous allez voir, par exemple, si je vous dis croiser les bras dans un sens, vous allez croiser les bras, vous allez les croiser naturellement dans un sens. Et si là, de suite, je vous demande de les croiser dans l'autre sens, vous allez voir votre mental, il va dire, comment je mets? Vous allez avoir un temps d'adaptation. Et c'est ça qui montre que, en fait, le mental se contente très facilement à des habitudes, mais pas à quelque chose, effectivement, de nouveau. Il voit toujours l'extérieur comme un changement possible. Et si ça correspond à ses envies, à ses souhaits donc égotiques, je parlais tout à l'heure de la personne que l'on croit être ou que l'on veut être, ben forcément, il y a toujours des déceptions, de la culpabilité, et des fois, ça peut créer même de l'amorosité ou des formes de, même un peu de colère, de non, mais pourquoi pourtant je fais tout ce qu'il faut, pourquoi est-ce que je n'obtiens pas le résultat que je veux? Et c'est là encore où le mental et le système d'éducation nous habituent par rapport aux erreurs et aux récompenses, ben que si on fait tout bien, on a une récompense, alors que la vie, quand on fait des choses, on n'a pas une récompense, on a un résultat. Et ce résultat, quel qu'il soit, il n'est ni positif ni négatif, il est juste la conséquence d'actions et de pensées que l'on a mises en place. Ainsi, je parlais tout à l'heure donc des erreurs en vous disant je vais revenir dessus, c'est le moment. L'humain est cantonné à des erreurs quand il ne fait pas, donc entre guillemets. On n'en fait pas vraiment d'erreurs, on fait des essais. Les erreurs, ça serait effectivement c'est comme si on était associé à des fautes, vous voyez. Une erreur, c'est pas une faute. On a le droit de faire des erreurs, ce sont des essais, ce sont des choses qu'on essaye qui ne marchent pas. Par exemple, vous mélangez de l'eau et de l'huile en voulant les mélanger, vous vous rendez compte que ça ne se mélange pas. C'est une expérience, c'est un résultat qui diffère de ce que vous vouliez. On peut considérer ça comme un essai ou comme une erreur. Mais ce n'est pas une faute. Vous n'avez pas blessé quelqu'un, vous n'avez pas tué quelqu'un. Et dans la vie, on nous inculque qu'on ne peut pas être nous-mêmes si on fait des erreurs. Alors que non, on peut être nous-mêmes si on fait des erreurs et on nous punit comme si c'était une faute. Parce que du coup, on ne peut pas faire partie de ce standing si on ne mesure pas telle taille. On ne peut pas rentrer dans tel ou tel domaine parce qu'on n'a pas telle compétence ou parce qu'on n'est pas assez ceci ou trop cela. Et ainsi, ben, du coup, ça nous empêche de vivre pleinement qui l'on est, notre incarnation, avec beaucoup de culpabilité et beaucoup du coup de zoom sur ce jeu. Et du coup, on lui donne beaucoup trop de place par rapport à ce qu'il doit être. C'est pour ça qu'on dit souvent que notre monde, au final intérieur, il est tout petit par rapport à l'univers. Dites-vous qu'en ce moment, vous êtes, ce qui est vrai, en lévitation au sein de l'univers, sur une planète qui est elle-même en lévitation au sein d'un système solaire. Donc, tout est possible. Tout est possible partant de là. Et que les changements peuvent prendre des fois beaucoup de temps. Pour que la vie vienne sur Terre, il a fallu beaucoup de millénaires, des millions d'années pour que ça se fasse. Et votre changement, ben, il prendra du temps. Il y a des choses que vous arriverez plus ou moins bien à faire. Et l'acceptation, le pardon dont j'évoquais tout à l'heure, si par exemple vous avez une structure génétique qui vous empêche d'être souple et de faire un grand écart, je crois qu'on dit inversé ou négatif, qu'on va au-delà même du grand écart, ben, c'est ok. Après, est-ce que vous en avez besoin tous les jours de votre vie de faire le grand écart? Pas forcément. Mais c'est notre ego, du coup, qui est touché parce qu'on a l'impression de ne pas valoir grand-chose si on n'arrive pas à ce résultat. Donc, pour être pleinement soi, ça va être vraiment de domestiquer ce mental, de faire la paix avec lui, de lui dire qu'il a une utilité s'il veut effectivement manager le quotidien dans des actions concrètes. Qu'est-ce que je dois faire pour, par exemple, remplir telle ou telle fiche, pour gérer telle ou telle recette, pour faire telle ou telle chose? Il va vous aider à orchestrer, c'est son rôle. C'est un gérant, il sait faire. Par contre, il n'est pas là pour comprendre tout l'émotionnel, il peut l'entrevoir, mais il n'est pas là pour comprendre tout l'émotionnel ou le spirituel. Donc, dans votre ressenti, dans ce qui est en vous, dans ce qui fait partie intrinsèquement de votre vérité, sachez qu'il n'y aura personne à part vous qui pourra définir ce qui est le mieux dans votre vie et pour vous. Même si vous allez voir des praticiens, même si vous allez voir différentes personnes, pour être pleinement soi, c'est lâcher ses limites, se rencontrer, donc ça demande des petits défis, des petits challenges, et ainsi ça va vous permettre donc d'aller vers une meilleure connaissance de vous-même et surtout une paix au niveau émotionnel. Vous n'êtes pas responsable de ce que les autres peuvent dire. Vous n'êtes pas responsable de ce que les autres vous ont fait porter. Vous êtes responsable de vous. Actuellement, vous êtes votre propre parent. Vous êtes responsable également de ce que vous générez autour de vous. C'est-à-dire que vous avez, entre guillemets, l'obligation bienveillante
de ne pas être dans une forme d'intrusion chez l'autre ou de contrôle chez l'autre. Et être pleinement soi, c'est pour moi être dans une forme de paix, être apaisé. Alors ça se travaille, hein, je dis pas que ça se... Voilà, quand c'est difficile, quand on souffre, quand on a une maladie, qu'on est en souffrance, là on n'est pas dans cet état de paix et c'est normal. Mais cet état de souffrance fait partie de vous à l'instant T. C'est un défi effectivement du corps, c'est un défi émotionnel à lâcher. Il ne durera pas ou il durera plus ou moins longuement, mais il n'est pas là effectivement pour vous punir d'un comportement que vous auriez eu face à quelqu'un d'autre, etc. Par contre, il est là pour révéler votre degré de conscience avec votre corps. Si jamais vous avez des inflammations, des bursites, des tendinites, votre corps, il est en fait le parent et notre ego, c'est un enfant. Et le corps vous dit en fait là, je tire la sonnette d'alarme, ça ne va plus. Le corps ne va pas punir l'enfant, mais il va créer un système d'alerte en disant là, moi-même, je ne suis plus en mesure de prendre soin de toi parce que je ne peux plus avancer. Donc les projets que tu veux faire, je ne suis pas capable de les porter. Donc votre corps, ça va être votre parent, votre repère. On dit un esprit sain, comme je dis ça, dans un corps sain, mais c'est votre corps qui vous porte dans vos actions et dans votre volonté de vivre. C'est pour ça que l'énergie vitale est dans cette base, dans ce bassin, dans ce chakra sacré, et qui ne demande du coup qu'à être révélé. Donc si vous avez des tensions ou des défis effectivement que la vie vous offre actuellement, vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit d'avoir peur. Tout ça, ça fait partie effectivement de ce que l'on a le droit d'être. Nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des robots, et heureusement quand même d'ailleurs. Par contre, on vous demande tout simplement d'accepter d'être encore plus à l'écoute de vous-même et de faire les changements adéquats. Et ces changements, même s'ils prennent du temps, ils sont possibles. Donc, si une douleur vient, c'est pour produire un changement, ouverte de conscience, vous permettre de transformer cette douleur en expérience et en changement dans votre quotidien. Comme quoi vous êtes allé trop loin, trop de sport, trop de mauvaise nourriture. Ensuite, dans les expériences que la vie va vous donner, donc là je parlais de la douleur, il parle des difficultés relationnelles, ça va être pour vous forcer à poser des limites, donc pour être vraiment vous-même, ça va être, ben ouais, là c'est pas ok, là c'est ok, comment je me positionne, ça va être introspectif et ça va vous permettre de vous reconnecter à votre émotionnel, à votre véritable nature, à votre cœur, avant tout. Donc la première, on va dire, c'est le corps, que j'ai pu citer, deuxième, c'est pour le cœur. Et la troisième, ça va être pour l'esprit, pour la spiritualité, c'est-à-dire être nourri par le monde. Le troisième défi, mais qui là est agréable, c'est l'admiration du monde. Il neige, waouh, il neige. Il fait soleil, waouh, il fait soleil, waouh, il vente. Je me mets en posture de contemplation pour reconnecter ce que la vie m'offre comme expérience de vie. Donc, être pleinement soi, c'est accueillir la vie sous tous ses traits. Il y a une forme de gratitude quand on va bien, qu'on peut avoir dans cette forme de contemplation. Et quand ce sont des défis, sachez, donc comme des expériences douloureuses ou des relations qui peuvent être toxiques, ça va être des formes d'introspection et d'évolution, un peu comme un bilan continu. On vous dit, ben là, comment est-ce que je dois réagir? Qu'est-ce qui a été là où est-ce que j'ai fait donc des erreurs? Qu'est-ce que je peux améliorer? Comment est-ce que je peux me rencontrer davantage et du coup être de plus en plus en paix tout au long de ma vie? Voilà ce que je peux vous dire sur ces parties-là, sur comment être pleinement soi. Donc je parlais du corps, de l'esprit, donc du mental aussi, et de l'émotionnel. Toutes ces notions-là sont essentielles pour revenir à soi. Donc c'est vraiment essentiel. Il n'y a pas de recette miracle, mais tout un entraînement au quotidien pour parfaire votre être et votre amour de vous-même. Voilà ce que je peux vous en dire pour cette conférence sur les clés pour être pleinement soi, en sachant qu'après, je ferai un atelier sur chaque thématique, donc l'ego, le jeu, pour justement aller plus loin. Je vous donnerai des clés plus concrètes avec des outils où on pratiquera pendant la séance. Ensuite, effectivement, pour sortir de tous ces syndromes, de ces blessures, si vous n'y arrivez pas déjà seul avec les conseils dans cette vidéo, vous aurez accès à un atelier pour aller encore plus loin. Et à la fin, comment cultiver la contemplation, attirer à soi surtout le positif, faire vibrer donc dans votre aura les énergies nécessaires pour attirer les personnes positives et les bonnes opportunités aussi. Ça s'apprend. On peut tout vibrer. Comme je vous ai dit tout à l'heure, rien n'est impossible puisque l'humain continue d'évoluer en tant qu'être humain.
Merci infiniment Sarah, c'était très intéressant. Hem, J'aimerais bien s'il te plaît que tu reviennes sur cette notion de comment dire? 3 personnalités, c'est-à-dire, la personne qu'on voudrait être, la personne qu'on souhaiterait être, je en plus j'ai oublié. Donc, ça t'ennuie pas de revenir là-dessus, s'il te plaît? Mmh. Bien sûr. Je disais que dans la vie, on est généralement 3 personnes. Celle que l'on croit être, où on pense être ce type de personne, par exemple, on pense être généreux et en fait, on l'est pas forcément. Voilà, c'est notre idée, ce qu'on croit être. Celle que l'on veut être, c'est-à-dire celle que on se fixe comme objectif à atteindre et en fait, celle que l'on est et qui correspondent des fois et généralement aussi à des parties que l'on n'aime pas de nous et que l'on aimerait ne pas être, mais pourtant que l'on incarne. Mmh. OK, merci beaucoup. C'est vrai que souvent on est en bataille intérieure entre ces 3 parts de soi. C'est c'est vrai et puis, même dans la partie où on est, donc celle que l'on est réellement, bien sûr, elle se compose un peu des 2 autres et aussi donc de cette partie que l'on ne veut pas être parce que, ben, on est en perpétuelle évolution et on reste imparfait et vouloir atteindre la perfection, c'est vouloir atteindre quelque chose que l'on n'est pas, en fait. Heu, Parce que notre corps, par exemple, tu vois, Muriel, c'est une c'est un miracle de la vie, tu imagines? Toutes les petites cellules que l'on a si on s'écorche, elles arrivent à œuvrer toutes ensemble pour colmater une plaie. Alors que nous, on est 8 000 000 et on n'arrive même pas à se mettre d'accord sur un truc, enfin, c'est, non mais c'est vrai, c'est terrible, mais Mmh. c'est pourtant la réalité du monde humain. Et il y a quelque chose aussi, ça peut vous aider en termes de relations. Je parlais, beh, voilà, de cette problématique à faire corps avec plusieurs. Si jamais ça va pas avec les personnes que vous connaissez autour de vous, peut-être que vous en connaissez 100, 200 autour de vous. Allez, je dis un truc. Rappelez-vous, voilà, que rien qu'en France, on est plus de 6 millions. Donc, si ce petit cercle ne va pas, vous aurez d'autant plus d'opportunités de rencontrer des personnes qui vous correspondent autour de vous. Ne soyez pas triste si jamais dans mon cercle proche ça ne va pas. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a du tri, du changement, mais qui est juste et pour vous et pour les autres. Et peut-être que vous vous retrouverez, mais qui a besoin effectivement pour le moment d'une distance, d'une mise au point, et que voilà, la vie n'est pas forcément faite de manière linéaire. Mmh. Oui, c'est vrai et puis on a tendance à se raccrocher à ce qu'on connaît, à nos repères pour, comment dire? Moi, c'est tu sais, il y a la notion d'imposteur, tout de suite qui me vient et qui va nous empêcher d'aller de l'avant, de faire des nouvelles choses comme tu nous expliquais, pendant la conférence. Comment, évidemment, tu nous as donné quelques pistes, quelques clés, beaucoup d'ailleurs et puis, on va les développer pendant les ateliers mais, comment arriver, tu sais, par rapport à cette notion d'imposteur, de se sentir illégitime, comment arriver à le détecter? Ah, c'est une question intéressante parce que tu parles de la détection et pas de la résolution. Non, c'est bien, c'est très bien, j'aime bien ces nuances. Donc le syndrome de l'imposteur, c'est la sensation effectivement que quoi qu'on entreprend, on ne sera jamais assez bien pour récapituler. C'est-à-dire que, on est professionnel, on ne se sent pas forcément légitime dans notre milieu, on se dit: «Mais comment ça se fait? Voilà, j'arrive pas à mettre en place, je suis pas assez bien». Il y a toujours cette dévalorisation, en fait, derrière. Le syndrome de l'imposteur se détecte parce qu'il y a un auto-sabotage derrière. Vous n'allez pas au bout des choses ou si vous y allez, il y a une tendance à se sacrifier. Par exemple, je vais prendre le côté thérapeutique qui est très parlant. En tant que professionnel, vous accueillez un patient, mais à la fin, vous avez du mal à donner votre tarif et à la fin même, vous lui faites des cadeaux. «Ah mais je vous fais une demi-heure en plus. Ah mais je vous offre ça en plus. Ah ben la prochaine fois, vous aurez moitié prix». Et le syndrome de l'imposteur, ça va être une mauvaise connaissance, une mésestime de sa propre valeur. Donc en fait, il y aura toujours un sabotage, un frein. Euh, le syndrome, en fait, c'est le masque du masochiste. Ça s'apparente beaucoup à l'imposteur. C'est beaucoup, ben, j'ai envie d'exister, mais en même temps, ouais, j'existe, je peux me faire mal, et avant que je prends le fouet,
moi je leur montre que je suis gentille, je rentre dans les cases et en même temps, comme ça, on ne peut pas me reprocher d'avoir essayé quelque chose puisque je me suis moi-même battue avant. Tu vois, c'est vraiment des syndromes qui, en fait, posent beaucoup de problèmes. Et en fait, il y en a beaucoup. Je disais tout à l'heure l'objet brillant, aussi le fait de devoir faire plein de Mmh. choses, s'éparpiller, au final, de ne pas aller au bout. Il y a aussi le syndrome de la petite fille sage, de jamais entreprendre, parler toujours avec une voix très gentille et fluette et de ne pas oser. Donc, il y a plein, plein, plein de syndromes qui limitent les, l'état d'être et que des fois, oui, si vous êtes en colère, vous avez le droit de dire des gros mots, ça fait partie voilà, d'une d'énergie, de vie. Et les émotions, quand vous les avez, mais vivez-les. Si vous avez vraiment besoin, par exemple, vous êtes triste, mais pleurez, vous avez envie de crier, mais criez, vivez vos émotions. Mais des gens ou pas autour de vous, vivez-les, parce que c'est juste de l'évacuation. Je ne vous dis pas d'aller crier votre colère contre quelqu'un. Vous rentrez du travail et votre maison a flambé. Mais sur le coup, vous pouvez être en colère, vous pouvez être triste, vous allez l'exprimer. Vous n'allez pas vous poser 36 000 questions si vous avez le droit ou pas de l'exprimer. Et après, du coup, une fois que c'est exprimé, vous pouvez passer à autre chose. Et c'est important de faire ça avec toutes les émotions, cette notion de cocotte minute, pour éviter que le mental conserve cette rumination et vienne vous ankyloser de toutes ces pensées, donc à travers des syndromes, des peurs ou des blessures. Mmh. Merci Sarah pour ces précisions. En prie, Muriel. Est-ce que tu peux nous rappeler combien d'ateliers nous allons vivre ensemble? D'ailleurs, le lien, il est actif, donc si vous souhaitez nous rejoindre pour vivre, ces moments, pour devenir, pleinement vous-même, eh bien, vous êtes des bienvenus. Alors dans ces ateliers, nous allons voir du coup comment se libérer du jeu, de ne plus être sclérosé à cette identité du jeu, de qu'est-ce que je vis, pourquoi je vis ça, qu'est-ce que je porte, qui suis-je. Et en fait, on va prendre le jeu d'une manière plus grande et se reconnecter plutôt au tout ce que l'on est. Pas forcément d'un côté perché, je rassure pour ceux qui ont besoin d'ancrage. C'est le tout, ça fait partie aussi de la terre, ça fait partie de l'incarnation, mais voir comment on peut composer avec tout ce qui nous compose. Donc ça va Mmh. être faire l'équilibre entre le ciel et la terre, entre nos émotions et nos pensées, entre notre individualité et l'autre. Donc je vous donnerai et des outils et des conseils. Il y aura des techniques à faire à la fois. Je vais pas trop spoiler. Voilà, il y aura des Mmh. pratiques à faire durant l'atelier que vous pourrez noter, qui seront aussi donc enregistrées durant l'atelier. Et il y aura un petit PDF pour suivre cet atelier-là. Après, ensuite, il y aura du coup l'atelier pour résoudre les problématiques de ces syndromes, syndrome de l'imposteur, syndrome donc de l'objet brillant et de la petite fille sage, et d'autres que vous découvrirez, pour pas tout dire. En plus, c'est pas drôle. Et le dernier, ça va être comment vivre de manière donc épanouie, prospère, vraiment accueillir la puissance et la vitalité de son enfant intérieur, de sa lumière, de ses dons, de ses capacités, sans être dans le côté trop céleste non plus, mais être vraiment dans une incarnation, c'est-à-dire en étant, pour moi, c'est le mot paix qui revient pour cet atelier, d'être vraiment en paix dans ce que vous vivez présentement. Voilà, Mmh. pour le troisième atelier, ça va être un peu la consécration des deux autres avec une affirmation et un ancrage de ce que vous aurez appris et en plus savoir comment l'utiliser de manière concrète et comment aller plus loin des fois même dans vos propres capacités et votre propre connaissance de vous-même. Magnifique, quelle belle invitation. Heu, J'aimerais te poser une question, je te remercie Sarah. J'aimerais te poser une question concernant les émotions. On dit souvent que, certaines émotions sont plus positives, d'autres, plus lourdes, plus contraignantes, et qui nous empêcheraient d'avancer. Quel est ton avis par rapport à ça? Est-ce qu'il y a réellement des émotions positives, et des émotions négatives? Ou est-ce qu'elles sont, en fait neutres et c'est à nous de dépasser cette vision peut-être un petit peu, simpliste? Ta question est très belle et très intéressante, Muriel, merci. Je me fais une joie d'y répondre. Alors, pour moi, les émotions ne sont ni positives ni négatives. Elles sont vibrations.
C'est-à-dire qu'effectivement, si vous avez de la tristesse, elle vient mettre en lumière qu'il y a quelque chose qui vous a causé de la peine. Donc au final, c'est un message d'amour qu'elle vous porte, cette émotion de tristesse. Elle met en lumière quelque chose. La colère, c'est une capacité, ça a une capacité énorme en termes de transformation. Je trouve que c'est, de toute façon, c'est la seule émotion qui, pour moi, permet de switcher du chagrin ou de l'anxiété, de la tristesse, à l'état de joie. Parce qu'en fait, elle est transformatrice, elle est transformationnelle, cette colère. Elle permet vraiment de se dire, ben, je suis pas bien, que cet état de mal, par exemple la tristesse, on va l'accueillir, on va l'incorporer, elle va pas être agréable, on va peut-être se culpabiliser. Et à un moment donné, quand on a fait un peu tout le marasme, qu'elle a bien tourné en nous, que toute cette eau a fait une belle eau croupie et qu'on veut l'évacuer, il y a une forme de ras-le-bol, envie de switcher. C'est vraiment un switch intérieur, on le ressent. Dans le sens, ben là, j'ai envie de me remettre en action, j'ai pas beaucoup d'énergie, mais la colère va être motrice. C'est pas de la rage, c'est pas de la haine, c'est vraiment une saturation, en fait. C'est une saturation qui permet de switcher en disant, ben voilà, je réentreprends et je vais vers ce qui m'appelle, donc vers plus, entre guillemets, de lumière, même si le mot n'est pas choisi, mais de joie, de, de, de libération, quelque chose qui me fait du bien. Je prends l'image du relationnel parce que j'ai beaucoup de patients qui ont une problématique, surtout sur l'année 2022. Pour prendre cet exemple, une relation qui n'apporte pas de joie, de la tristesse, vous avez des pleurs, vous ne vous sentez pas écouté, et à un moment donné, ben en fait, il y a une saturation en disant, mais pourquoi est-ce que je tolère ça? Pourquoi est-ce que je vis ça? Et en fait, il y a un switch, il y a quelque chose qui enclenche intérieurement. Et c'est là où la colère devient positive et où on entreprend des choses pour nous, soit en se positionnant, en faisant le point avec le partenaire, la partenaire, en quittant la relation. Mais les émotions, pour moi, ne sont pas positives ou négatives, elles ont toutes leurs nécessités. Un extrême de joie où on est tout le temps euphorique, en fait, on devient hyper, comment on peut dire, je cherche le hyper déconnecté, ça veut rien dire, mais on devient très déconnecté de notre corps, en fait, de la réalité de ce qu'il vit. Si on cherche tout le temps la lumière, l'état d'être, le point culminant de la satisfaction, enfin, ça va nous décorporer, au contraire, de qui nous sommes. Donc, les émotions sont toutes bonnes à un moment donné et elles sont bonnes aussi à accueillir. On surfe sur la vague, mais des fois aussi, c'est bien de les laisser nous traverser, de ne pas les identifier plus que ça. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure du jeu, parce que c'est ce qui va après les ankyloser. On va chercher avec le mental une compréhension. Donc voilà, mais pour te répondre, voilà, les émotions pour moi ne sont pas négatives ou positives. Elles sont ce qu'elles sont et elles se manifestent à un moment donné de notre vie. Les larmes libèrent beaucoup de tension au niveau du cerveau, nous permet de purger notre organisme. Donc ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais, mais c'est juste que c'est quelque chose qui est vu par notre société comme quelque chose de déplaisant, quelque chose de pas normal, de pas conforme. Il faut sourire, il faut tout le temps être en forme. Un thérapeute n'a pas le droit d'être malade, on n'a pas le droit d'être, par exemple, en retard. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup de conditionnements qu'on nous force à avoir dans notre monde actuel. Et au final, ça nous coupe de notre rythme naturel, de notre véritable nature, alors que les peuples premiers, les peuples du monde qui ont conservé ça, vivent bien au rythme de leur corps et de leur vie et sont quand même à un certain niveau plus épanouis là-dessus, en tout cas beaucoup plus spirituels. Mmh. Alors justement, merci infiniment pour ta réponse et merci à Alexandra pour son retour. Elle nous dit: «Vraiment magnifique. Merci beaucoup pour vos belles paroles et cette merveilleuse énergie». Eh bien, merci à toi, Alexandra. Merci Alexandra pour ce partage. Alors, pour rebondir sur le mot, spirituel et spiritualité, est-ce que tu penses qu'à trop courir après justement cette notion ou l'idée qu'on peut s'en faire, on se coupe du coup, de nos émotions bien terrestres, bien terre à terre et qu'on oublie, notre humanité? C'est-à-dire qu'on est complètement, on peut devenir complètement perché? Oui. Alors la spiritualité, c'est vaste. De nos jours, c'est quand même, je vais être honnête, de ce que je vois, ça peut être un gros business également. Parler de comment être, je sais pas, constamment, en haute vibration ou constamment sans émotion, ça reviendrait à dire qu'on perd notre humanité. La spiritualité, par contre, selon moi, pas par rapport à ce qu'on peut entendre dans différents courants philosophiques de pensée ou de spiritualité. Je vais juste parler pour ma part.
expérience. Selon moi, la spiritualité, c'est quelque chose qui doit effectivement s'incarner au quotidien. C'est-à-dire qu'on n'a pas normalement besoin de faire un travail drastique, mais avoir une profonde écoute de soi pour avancer. L'écoute de soi, c'est vraiment pour moi la base de la spiritualité. Ça ramène la conscience de soi, ça amène aussi à l'instant présent. Ça ne veut pas dire qu'il faut profiter de l'instant présent comme je l'entends dans les dérives. Tu vois, tu parles de la spiritualité. Il y a beaucoup de jeunes, je ne sais pas si c'est que ça, mais il y a beaucoup de jeunes qui disent j'ai envie de profiter, c'est la vie, on est dans l'instant présent, il n'y a pas de demain. Oui, mais dit vrai ainsi, on sort aussi de l'instant présent. L'instant présent, c'est la bonne conscience de tout est bon en modération et en juste équilibre. C'est vraiment cette notion de qu'est-ce que j'ai besoin présentement. C'est à la fois de l'amour, c'est à la fois du respect, c'est à la fois de l'altruisme. C'est savoir faire preuve aussi des fois d'abnégation envers l'autre quand l'autre est en difficulté et fait preuve d'un handicap. C'est pour moi être dans une certaine forme de conscience, d'empathie, d'hypersensibilité envers l'autre, mais il ne faut pas se perdre dans des courants à vouloir atteindre. Par exemple, j'ai des patients aussi qui veulent à tout prix développer leurs dons, leurs capacités. Alors on a tous un potentiel, on a tous des facilités. Ils peuvent le développer, mais je sais que très peu seront capables d'accompagner en tant que thérapeute. Il y a vraiment cette notion d'écoute, parce que des fois il y a l'idylle. Je parlais tout à l'heure des personnes que l'on veut être, vers quoi on court. Et c'est vraiment ça. On peut courir beaucoup après une idéologie, et la spiritualité dite idéologique, je serais méfiante. Par contre, la spiritualité, on en fait preuve toute notre vie. Durant l'enfance, c'est ce que l'on fait. On apprend, on expérimente, on touche le feu. Ouais, ça brûle. Mais du coup, on prend conscience de la puissance de l'élément. Là, de nos jours, tout est synthétique, tout est fait avec l'intelligence artificielle. Et du coup, on commence à être dénaturé. Et quand je vois que des gens parlent de spiritualité, mais au final, que d'eux-mêmes, ils n'investissent plus d'énergie, leur âme, leur vibration, qui ils sont, mais qui se contentent de bosser sur un logiciel, un IA qui écrit tout, et qu'en fait, il n'y a même plus leurs textes qui sont pour eux, même si c'est mal dit, il n'y a plus leur véritable nature. Et dans la spiritualité, pour moi, ça ne veut pas dire être parfait. Ça veut dire être équilibré en soi. Donc, je parlais de paix tout à l'heure. Alors, la paix, dite sur la tangente spirituelle, où tout est beau, tout est rose, le monde des bisounours, pour moi, c'est pas possible. Par contre, la spiritualité ou la paix, c'est-à-dire que même s'il y a des difficultés, je suis suffisamment maître, donc pas maître spirituel, mais maître de mes émotions, pour savoir comment elles s'équilibrent, pour être la plus compatissante envers moi-même, tu vois. Et contrairement du coup à cette spiritualité, donc dans cette tangente-là, où il y a beaucoup de contrôle. Je veux aller mieux, donc je dois contrôler l'autre, je dois contrôler mon quotidien. Si mon partenaire n'avance pas assez, ben, il doit travailler sur lui, sinon je le quitte. Là, il y a quand même quelque chose de très marqué. Et je dirais aux personnes, voyez ce que vous avez besoin, aux personnes qui nous écoutent, voyez ce que vous avez vraiment besoin à l'instant T. La spiritualité, c'est un domaine qui, pour moi, parle de philosophie de vie. C'est comme ça que donc, je sais que je le reçois. Il y a aussi donc un peu d'ésotérisme, oui, forcément, mais ce n'est pas quelque chose où je vais pas faire un hôtel à la spiritualité. Je vais plutôt voir comment l'incorporer dans mon quotidien. Et puis, étant médium de naissance, ça m'aide aussi beaucoup. C'est pour ça que je fais vraiment le distinguo. Je suis quelqu'un de très ancré et en même temps, je suis quelqu'un qui s'ouvre énormément à la spiritualité, mais je ne vais pas aller dans des dogmes tu vois, limitants. Donc effectivement, je dirais qu'il ne faut pas se perdre et surtout ne pas oublier de ce pourquoi on souhaite travailler ou bosser dans tel ou tel domaine. Parce que du travail dans la vie, on en aura du coup toute notre vie. On peut tous les jours travailler sur soi sans être en paix. Parce qu'on ne prend pas le temps d'accueillir aussi la satisfaction de l'enseignement, du cheminement. Et la spiritualité, c'est aussi savoir profiter de la vie, profiter de ses amis, faire une bonne sortie, manger, prendre le temps aussi des fois de se mettre doigt à un arbre, de planter une plante, de prendre le temps d'aller caresser un animal de compagnie. Pardon. C'est se raccorder pour moi à tous les phénomènes de vie, tu vois, au niveau de spiritualité. Je ne sais pas si ça répond à la question, n'hésite pas si j'y ai pas répondu.
Oui, 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 je te remercie et dans tes paroles, pour moi, je reviens au titre, de cette conférence, ça nous ramène à être pleinement soi, en fait, à aller à la découverte de qui on est dans tous nos aspects, sans rien mettre de côté finalement et puis en laissant de côté, évidemment le contrôle, comme tu le disais et la perfection, cette espèce de vision un petit peu étriquée qu'on peut avoir et qu'on peut, entretenir. Merci beaucoup. Mais Alors, c'est avant qu'on ne se quitte, puis si vous avez des questions là vraiment c'est le moment. Avant qu'on ne se quitte, j'aimerais, revenir sur cette notion d'enfant intérieur. Qu'est-ce que pour toi un enfant intérieur? Qu'est-ce que pour toi, être un bon parent? Est-ce qu'il y a une différence entre être un bon parent et être un adulte? J'adore tes questions. J'adore. Voilà. Bon, bah, alors on est parti pour une autre heure de conférence. J'adore. J'adore parce qu'elles sont vraies et elles sont essentielles. Un enfant intérieur, pour moi, c'est ce à quoi se rattache tout notre émotionnel, toutes nos expériences de vie, notre sensibilité. L'enfant intérieur, c'est à la fois le tout est possible et le tout est sensible. C'est nos mémoires cellulaires, c'est ce que l'on a effectivement vécu, c'est ce que l'on porte donc cellulairement dans cette période-là où on a toujours cette sensibilité. Vous n'avez pas l'impression des fois que même en grandissant au niveau du corps, vous avez gardé une façon de penser qui date d'avant? Eh bien, ça touche à cette notion d'enfant intérieur. On a toujours cette petite mémoire, cette façon de penser, à trouver, je ne sais pas, tel film mignon, ou romantique, même si on le voit depuis des années, vous voyez? On a toujours ces petits traits de comportement, ces petites façons de penser qui sont instinctives. Par exemple, si on vous offre, je ne sais pas, un pull que vous adorez, que vous avez eu enfant et que vous êtes exclamé et que vous allez vous réexclamer de la même manière parce qu'il vous plaît, c'est la spontanéité, l'enfant intérieur. C'est toutes les émotions, c'est le naturel. Il y a pas de mental. Par contre, il y a de l'ego dans l'enfant intérieur. Et c'est un peu comme un enfant qui a envie de tout est possible. Il est rattaché au syndrome de l'objet brillant dont je parlerai. Mais cet enfant, il n'est pas mauvais. L'enfant n'est pas mauvais, mais il peut être très capricieux. Et du coup, si ces caprices sont reliés à l'envie du mental, du pouvoir et du contrôle, ben, ça donne des choses un peu destructrice, je vais pas faire des clichés, mais un petit peu quand même. On va vouloir conquérir l'espace, on va vouloir faire des trucs ultra polluants, on va plus avoir de respect pour notre environnement. Voilà, ça, c'est un enfant intérieur qui, couplé au mental, est totalement désolidarisé de son bien-être et où, du coup, il y a plus d'écoute d'un parent intérieur. Que je switch là-dessus. Donc, un parent intérieur, c'est cette notion de bienveillance où notre corps n'est pas juste un corps qui nous permet de gagner de l'argent, de bosser, de faire métro, boulot, dodo, mais c'est cette notion de euh, prendre soin de soi et savoir ce qui est bon pour nous et savoir aussi nous dire à nous-mêmes, bon là, je vais trop loin. Là, j'ai fait preuve d'ego. Là, c'est peut-être pas bon et ça faire preuve à la fois d'empathie, d'écoute bienveillante, de tolérance et de respect envers l'autre. C'est-à-dire que ce parent intérieur, on peut l'appeler sagesse, attention ou intention, parce que du coup, c'est couplé à l'attention et l'intention, ce parent, parce qu'il a conscience vraiment, c'est à la fois une forme de moralité et d'intégrité, ce parent. On a conscience des fois quand c'est pas bon, mais des fois, on peut le faire quand même. Je sais pas, j'essaie de prendre un exemple bateau. Par exemple, oui, ma compagne m'a dit d'aller prendre une baguette de pain à la boulangerie et de rentrer vite fait. Bon, je me suis arrêtée, j'ai fait un copain, j'ai pris un croissant, j'ai mangé avec lui, puis je vais rentrer. Voilà. Là, c'est plus l'enfant intérieur du coup qui a parlé que le parent intérieur qui avait donné un engagement avec une forme d'intégrité. Voilà, pour donner un exemple un peu bateau. Mais du coup, entre le parent intérieur et l'adulte, adulte, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose en fait. Je pense qu'on ne devient jamais réellement à 100% adulte tant qu'il y aura de l'enfant intérieur. Et je dirais que l'enfant intérieur est à préserver, mais avec cette notion plutôt de parent intérieur. Parce que l'adulte, si je l'opposais à l'enfant, il y aurait cette notion de... Il y a des choses que je porte qui ne sont pas propres. Parce que du coup, on oppose beaucoup le côté adulte, dans le sens que celui qui a raison, qui a maturé, qui est mature, et l'enfant qui est immature. Et je préfère parler de parents intérieurs qui portent à la fois ce côté
on va dire, de maturité, mais qui reste toujours en relation avec l'enfant, qui reste toujours à l'écoute pour répondre à ses besoins, parce que pour moi, il ne faut pas négliger l'enfant, il ne faut pas négliger le mental. Par contre, des fois, c'est bien de ne pas tout le temps alors les écouter. Quand je disais écouter, c'est pas, «Ouais, ouais, bon, j'en prends pas note, ça m'embête, je fais quand même ce que je veux». C'est plutôt: «OK, je considère le besoin, je ne peux pas y répondre pour le moment parce que, bah, du coup, c'est pas dans mes priorités, je le liste, je vois comment je peux le mettre en place petit à petit, donc avec ces petits éléments, pour ne pas être trop frustré aussi. Si par exemple vous avez envie de vous manger, je sais pas, un McDo et que vous dites pour ma santé, là je suis en train de faire une détox, c'est pas bon. Mais tous les jours, c'est voir comment par l'alimentation, vous pouvez vous accorder un petit plaisir. Et si vraiment il y a ce besoin, ben, le faire à un moment donné, mais quand vous aurez fini votre détox. C'est ça, cette notion de bienveillance. C'est de la conciliation intérieure, en fait. Donc, c'est-à-dire, en fait, il faut être son propre parent. Je dirais pas son propre psychologue intérieur, mais ça fait partie de la spiritualité que d'être dans cette écoute bienveillante. Donc, l'enfant intérieur, le parent intérieur, et si un jour vous avez l'impression d'être un adulte intérieur envers vous, ça veut dire que vous risquez peut-être d'être trop dur, peut-être trop injonctif. Ça peut être apparenté au juge intérieur, tu vois? Si je Mmh. reprends cette notion d'adulte, le juge intérieur qui dit ce qui est bien, ce qui est pas bien et qui du coup fait porter, beaucoup de tourments du coup à notre corps, à notre corporalité. «Ah ben c'est les fêtes de Noël, je veux perdre 20 kilos avant les fêtes, comme ça je reprends, mais après je me serais bien montrée en robe», tu vois? Et j'ai eu ça moi en patient là sur cet hiver, donc c'est pas respectueux. Ouais, Mmh. c'est pas respectueux. Merci beaucoup Sarah Je t'en de te prie. prêter au jeu des Oui, questions, de mes je me lance, questions-réponses. j'y vais, je me lance, j'y vais. Mais en tout cas, je me réjouis, des moments qu'on va partager et puis de ce qu'on va apprendre, pendant les ateliers. Parce que rien qu'avec, ces quelques réponses, franchement, c'est l'élan, tu vois, est d'être là Mmh. pour découvrir et d'aller plus loin, heu, dans la découverte de ces clés, pour être pleinement soi. Merci infiniment. Est-ce que tu souhaites, terminer par un mot de la fin? Un mot de la fin. J'ai envie de te redire un peu la phrase que j'avais dite tout à l'heure, que j'avais notée, Mmh. qui me paraît en fait bien peut-être, pour la fin, heu, en disant que c'est parce que nous sommes humains que nous demeurerons imparfaits et c'est parce que nous sommes imparfaits que tout devient possible. Et je te dirais que Mmh. c'est plutôt ça pour moi, pour ces mots de la fin, pour être pleinement soi. Magnifique. Magnifique. Eh bien, merci encore Sarah. Merci à vous toutes et à vous tous pour votre attention, vos présences et nous vous souhaitons une très, très belle soirée et nous vous disons à très bientôt pour partager ces moments, hem, mmh, pendant les ateliers. Belle soirée Sarah. Merci à toi Muriel, belle soirée et bonne soirée à vous tous, à vous toutes, au plaisir de vous retrouver pendant les ateliers. À bientôt. À bientôt, au revoir.